Alors ce matin, j'avais envie de vous parler de cet article sur les rage clicks et je trouvais ça assez intéressant. Ce n'est pas un sujet dont on parle souvent, pourtant c'est bien lié à ce qu'on fait au quotidien. Et donc cet article va un peu parler de qu'est-ce qui se cache derrière ça et potentiellement le rôle de l'affordance et du décalage entre l'affordance et les signifiants qu'on peut trouver sur une interface et de réflexion autour de comment concevoir potentiellement autrement autour de justement ces sujets d'affordance. Donc, le rage clicking, on a tous été déjà dans ce cas-là où on clique une fois sur un bouton, ça ne marche pas, on refait, ça ne marche pas, encore une fois, ça marche toujours pas. Bon, forcément, on a marre, on clique des milliards de fois dessus. En fait, concrètement, ce que dit cet article, c'est que c'est un moment temporaire de friction entre le flow, le parcours qui est normalement très contrôlé, très fluide, et nos interventions. Et ça peut arriver soit à cause d'un ralentissement technique ou d'un problème technique, ou alors d'un décalage entre nos attentes de l'interface et le système, l'interface en elle-même. Les rage clicks, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les outils d'analyse de comportement comme Hotjar par exemple, où il parle aussi de Full Story et Clarity. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser comme KPI aussi pour analyser la qualité et l'expérience utilisateur d'un parcours. Et c'est sans doute quelque chose qui est très relié aux thématiques de l'attention aussi parce que, en fait, on a tellement l'habitude que tout se passe super vite et que tout soit très fluide que quand il y a un petit, delta, un peu d'attente, on n'est plus capable de le gérer et il y a ce qui se développe, une impatience digitale, en fait. Mais au-delà de juste cette impatience digitale et cette évolution de nos comportements humains face aux interfaces digitales, il y a une réflexion que l'article se pose sur à quel point ce qu'on conçoit et les parcours auxquels on est confronté sont en fait très contrôlants et même nous font perdre tout pouvoir sur ces parcours, ces flows, parce qu'en fait, quand on design des flows, quand on conçoit des flows au quotidien, on veut faire en sorte qu'ils soient très fluide et que l'utilisateur sache où il va et qu'il ne puisse pas se poser de questions ou faire d'erreurs, mais du coup, bah, on le guide dans un seul tunnel et c'est aussi quelque chose qui lui fait perdre parfois le contrôle sur son environnement digital. Donc en fait, si on reprend du recul sur la notion d'affordance, le fait de cliquer sur des boutons numériques, c'est devenu quelque chose de naturel pour nous, mais qui n'est vraiment pas de base. Et la notion d'affordance, c'est quelque chose qui a été introduit en 1966 par le psychologue James J. Gibson. Au départ, c'était pour parler de la possibilité, la potentialité entre un animal et son environnement. C'est pour ça que vous verrez plusieurs fois dans cet article la métaphore avec le lapin, puisque c'était un des exemples de Gibson. Mais ça a été introduit en 1988 dans le monde du digital par Don Norman, qui justement a commencé à utiliser le terme affordance pour parler de monde moins naturel, plus numérique. Et donc on en arrive à la signification qu'on utilise aujourd'hui de l'affordance, c'est-à-dire la potentialité d'utilisation d'une forme et d'un outil, d'un objet digital plutôt. Norman, il a quand même dit 25 ans plus tard, donc 25 ans après 1988, que cette notion d'affordance, ça a quand même créé pas mal de confusion dans le monde du design, parce que l'affordance, ça définit donc ce qui est possible en termes d'action, mais ensuite, il y a toute une relation avec les signifiants qui, eux, vont plutôt spécifier comment on va découvrir ces possibilités d'action. Et du coup, pour en revenir au rage clicking, c'est ce qui se produit, selon cet article, quand le signifiant n'est plus rattaché à l'affordance. Donc, par exemple, quand on a cliqué sur ce bouton, ce signifiant, qu'on attend une réponse, mais qu'en fait, ce qu'on reçoit n'est pas en relation avec ça et décorrélé, on n'a pas de feedback et on n'a pas d'affordance qui correspond à ce qu'on attend. Et donc, on est coincé face à une couche d'interface qui ne nous répond plus et on est perdu. Et donc, cet article dit aussi que le fait de parfois perdre notre seule connexion entre notre perception de ce système et notre impact sur celui-ci nous laisse sans pouvoir, sans possibilité d'action.
Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand on adresse ces disparités, quand on y réfléchit, ben, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour de nouvelles fonctions, des nouvelles affordances qui n'étaient pas prévues au départ quand le système a été conçu. Et c'est notamment tout ce qui va être créé parfois par des hackers, par des gens qui vont manipuler les systèmes pour proposer d'autres choses, que ce soit de manière bienveillante ou malveillante. Donc ça, c'est toute une réflexion annexe aussi à ces questions d'affordance, quand on va détacher le signifiant de sa potentialité. Hop. Et donc, ce que je vous mentionnais un peu plus tôt, c'est que on est parfois un peu coincé dans un funnel qui est tellement à sens unique que tout est vraiment packagé de manière très précise, où on clique sur un bouton qui a un signifiant très précis, qui nous fait une action très précise, et dès qu'il y a quelque chose qui en sort, et bah, du coup on est perdu. Mais en fait, on peut potentiellement réfléchir à comment designer ça différemment. Enfin, dans nos usages du numérique aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, mais on commence à avoir des modèles digitaux différents, et c'est notamment le cas de ChatGPT et de tous les modèles liés à l'IA générative. Ici, quand on utilise ChatGPT, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. On sait qu'on va avoir une réponse, mais on ne sait pas vraiment tout le potentiel qui se cache derrière ces systèmes-là. Et en fait, parfois, on va découvrir de nouvelles choses inattendues, un peu avec le principe de sérendipité, en fait, où ChatGPT va nous proposer des choses complètement différentes de ce qu'on a demandé, mais qui peuvent présenter elles aussi un intérêt. Et du coup, on est dans une démarche beaucoup plus exploratoire et un peu moins submissif, comme le dit cet article, et on est moins dans une relation avec la technologie où tout est prédéterminé. Donc c'est une réflexion complètement différente qui ne peut pas s'apposer à tous les contextes d'usage et toutes les conceptions sur lesquelles on travaille au quotidien, mais qui, je trouve, est une réflexion intéressante à avoir pour proposer des choses différentes et moins déterminées à l'avance.